Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 92 du Dreamcast Show, épisode du coup qu'on aurait pu enregistrer dans les Hauts-de-Seine, mais au final qu'on va enregistrer à Boston. En tout cas, il y a quelques années, Booba disait « Je suis les Chicago, t'es les Detroit Pistons ». Et ben, cette saison, il fait mieux être un Detroit Pistons qu'un Chicago Bulls. Et on va regarder ensemble pourquoi, avec Baptiste, on va un petit peu parler des Detroit Pistons. C'est un peu étudier pourquoi sur ces derniers matchs, et ils ont été dominants, voire une des meilleures équipes de la ligue. Donc on se retrouve tout de suite avec Baptiste en direct des Hauts-de-Seine pour parler de Booba et des Detroit Pistons. Et salut Baptiste, comment ça va? Eh bien, salut Azad. Du coup, je ne sais plus si on est à Boston ou dans les Hauts-de-Seine, vu que t'as dit qu'on était à Boston puis dans les Hauts-de-Seine, donc tout va très vite en NBA. Non, mais écoute, ça va, oui et non. Alors, les gens se demandent peut-être pourquoi j'ai été moins actif cette semaine. C'est tout simplement parce que j'ai découvert une nouvelle passion, un nouveau jeu qui est une drogue addictive. Je sais pas si tu connais, ça s'appelle Semantics. Est-ce que tu connais Semantics? Non, ça c'est un truc pour les mecs qui sont nés après les années 2000, non? Non, même pas. C'est juste un mot, enfin un jeu où tu dois deviner un mot et tu dois donner un mot. Il te donne à quel point tu es proche du mot que tu cherches, du coup, avec la sémantique. Par exemple, Ok. je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, ça n'a rien à voir avec la NBA, mais du coup, c'était la raison pour laquelle j'étais moins actif cette semaine et je m'en excuse. Oui, c'est vrai que moi j'ai été vachement actif cette semaine, du coup vraiment je suis là pour te réprimander. Non, c'est vrai qu'on est un peu moins actif, bah déjà parce qu'on est un peu sur les routes, on est un peu en tournée entre guillemets. Du coup, c'est pas toujours facile aussi. Tu es en tournée, hein. Oui, Moi, je bouge pas de chez moi, hein. c'est vrai que moi j'ai mis la caravane sur le chien et du coup j'ai un peu bougé. J'étais allé au Mans et là je suis à Boston, donc c'est pas toujours facile d'avoir le temps de faire de la vidéo. Mais ouais, un peu moins d'activité. Mais d'un autre côté, on est un peu dans la période creuse entre le Star Game et le début des playoffs. Mais on a tout plein d'idées. Et Ah ouais. aujourd'hui d'ailleurs, on va parler d'une équipe de playoffs qui ne l'a pas été depuis bien longtemps, les Detroit Pistons. Et ouais. Et ouais, les Detroit Pistons, bon, ça sent bon pour les playoffs. Je sais pas s'il y aura le play-in ou pas, mais déjà, avant toute chose, quand même, comment on dit, donnons à César ce qui appartient à César. Sur la preview, et t'avais été bon en prono, hein. Ah Cette ouais? saison, t'avais été bon en prono. T'avais dit, on avait senti qu'il allait avoir une équipe un peu surprise, parce que l'Est était très faible, on va dire, Ouais. quand tu quittais le top 4-5. Et toi, t'avais dit Détroit. T'avais dit Détroit. Donc je te félicite. Je te Bah félicite, ouais, tout mais qu'est-ce que simplement. tu veux, c'est ça de suivre le basket aussi. Moi, je suis là, je regarde, C'est rien que je ouais. regarde du basket. C'est pas trop dur de passer les portes. Ça va? Ça va, non, non, ça va. Non, mais pour le coup, c'est un peu de la chance, mais il y avait aussi un petit peu l'esprit qu'ils étaient allés chercher en fait des joueurs qui entouraient plutôt bien Kate Cunningham. Et il y avait aussi la deuxième saison de Zar Thompson, le fait aussi qu'elle allait avoir peut-être plus de profondeur sur les ailes et un meilleur spacing. Donc c'est pas non plus déconnant. Et je pense qu'on va remettre un peu les choses dans leur contexte, mais c'est aussi lié à une conférence Est qui est pas forcément très compétitive et aussi à une très bonne, entre guillemets, un très bon momentum pour les Detroit Pistons depuis même le début de l'année et surtout sur le dernier mois. Et je suis un peu allé regarder j'ai un peu fait le comparatif entre guillemets depuis quelques temps, voir un peu comment ça fonctionnait sur le dernier mois. Et on va regarder un petit peu les succès, enfin les ingrédients de leur réussite sur les derniers mois et pourquoi ils dominent autant. Ouais, mais tu veux commencer par quoi? Tu veux commencer par du coup, ce à quoi on s'attendait en début de saison ou directement attaquer sur les derniers matchs et l'actu Bon, chaude? bah écoute, en début de saison, c'était difficile de savoir sur quoi on allait tomber parce que bon, ils avaient quand même l'année dernière en fait, ils sont les résultats collectifs de leur saison de l'année dernière, ils sont ultra biaisés par l'énorme suite de défaites qu'ils ont
Ouais. alors qu'il y a des matchs serrés et que du coup, bah, ça enterre un petit peu leur bilan, alors qu'en fait, ils étaient probablement meilleurs que leur bilan, mais du coup, tu vois, déjà, ça arrête un Oui. petit peu la perception que les gens en ont. Puis après, il y a le tanking, donc la fin de saison aussi, Ouais. c'est pas, c'est biaisé, etc. Donc, ouais, c'est vrai que c'est assez dur à lire, mais c'est vrai que t'as dit quand même, je pense, un truc qui est intéressant. C'est un peu la clé, c'est que le recrutement de cet été, Ouais. sans être transcendant, je pense que en fait c'est simple, mais c'est ce qui manquait cruellement à Détroit, quoi. Ouais. De Bah, l'expérience, enfin de l'expérience, bon voilà, mais plutôt des joueurs compétents qui apportent du spacing et qui sont pas non plus, enfin certains le sont, on pourra en reparler, mais qui sont pas tous des liability défensives, quoi. hmm. Ouais, c'est ça. Et en plus, au-delà des problèmes qu'il peut y avoir en défense, ils apportent en attaque. Le problème, c'est que avant, aux côtés de Kate Cunningham, tu avais des joueurs qui bouffaient des ballons et qui bouffaient de l'espace. Là, avec des profils comme Tobias Harris, comme Malik Beasley, bah en fait, ça te bouffe beaucoup moins de ballons déjà. Le ballon vit mieux et en plus de ça, bah ça te génère de l'espace plus que ça t'en bouffe. Et autour de ça, il y a aussi l'autre vérité que bon, personne semble vraiment vouloir mettre en avant parce que c'est plus facile de taper sur lui que dire qu'il fait du bon boulot. Mais t'as JB Bickerstaff qui est arrivé, qui a Mm. repris ce qui faisait qu'il y avait des choses qui fonctionnaient bien en attaque du côté de Cleveland et qui les a adaptées à l'équipe qu'il avait du côté de Détroit. Et du coup, ça donne une animation offensive sur le demi-terrain qui est pas fabuleuse, mais qui est quand même plutôt intéressante. Et j'ai noté un petit peu tous les systèmes et un petit peu les principes de jeu qu'ils ont sur demi-terrain, qu'on pourra un peu en reparler plus tard. Mais c'est vrai qu'au-delà du recrutement, il y a aussi bah, le recrutement enfin, le Coach, changement ouais. de coach et les principes un petit peu qui ont été donnés. Et il a donné beaucoup plus de liberté et beaucoup plus d'espace en fait à chacun des joueurs. Et il a généré du mouvement en fait. Et c'est Ouais. là la première grosse différence, je trouve, peut-être avec l'année dernière. C'est il y a une vraie impression de mouvement autour du ballon. Et en fait, Kate Cunningham, tu vois, t'as un peu l'impression que les gens perçoivent Kate Cunningham comme un meilleur joueur que l'année dernière. Tu dis, est-ce que le mec a beaucoup progressé ou est-ce qu'en réalité c'est plutôt juste le contexte qui est meilleur? C'est tu vois, tout le dilemme autour de Paolo Banchero où non, là on a l'impression que les gens pourraient dire qu'il a perdu en, je sais pas, en niveau ou quoi que ce soit, alors que c'est juste le niveau collectif d'Orlando qui est plus compliqué. Du coup, ouais, la perception de l'individuel et du collectif, c'est toujours un peu particulier. Mais je trouve qu'en réalité, il y avait, au début de la saison, si on regardait un petit peu à la loupe, il y avait un monde où ça fonctionnait bien. Donc, c'est pas une immense surprise non plus. Ouais, ouais, en fait c'est vrai que je trouve que, mine de rien, le bon fond de jeu, on l'a assez vite vu. Et Ouais. on en parlait, toi, tu avais fait une vidéo sur Ivy, Ouais. et je sais plus, mais je crois qu'on en avait parlé en podcast assez rapidement, que, Mhm. en fait, il y avait pas mal d'actions qui étaient, sans être révolutionnaires, mais qui étaient vraiment pas mal du côté de Détroit. Et tu vois, bon, je sais pas, on pourra peut-être revenir dans les stats et les systèmes, etc. plus tard, mais il y a pas mal aussi de stats, en plus des systèmes enfin, qui vont ensemble, qui vont justement avec ces systèmes. Mais du coup, moi je pense que, tu vois, là où par contre il y a vraiment une nouveauté et ce qui fait un peu le moteur de cette équipe, mine de rien, Ouais. bah j'ai quand même la grosse impression que c'est la défense et encore plus sur les derniers matchs où ils ont vraiment un super defensive rating. Alors que sur la saison, ils sont 11e. Mais je crois que sur depuis enfin sur que la période de 2025, ils sont pas loin d'être une défense top 5. Et c'est une défense qui est assez intéressante parce que, mine de rien, je trouve que schématiquement, c'est une défense qui défend très bien le cercle collectivement, Mm. sans avoir de protecteur de cercle, mais en fait, il bouche beaucoup l'accès au cercle avec des aides et comment dire, du nombre plutôt qu'un protecteur de panier. Même, tu vois, Cade Cunningham, Tobias Harris, Ozar Thompson, c'est des joueurs qui finalement sont pas des incroyables protecteurs de cercle, mais vu qu'ils sont placés très tôt dans les possessions au cercle, et ben ça dissuade un peu, ça Ouais. dissuade carrément l'attaque adverse. Et ce que j'aime bien, l'autre truc aussi que j'aime bien, c'est que mine de rien, avec les profils que tu as,
bah, ils font pas toujours la même couverture et ça leur donne un semblant de polyvalence qui est pas comme certains avec seulement un joueur qui peut tout faire, mais plus avec plusieurs profils qui leur permettent de faire différentes couvertures, quoi. Ouais, il y a différentes couvertures. Puis il y a aussi quand même, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup des profils comme Kate Cunningham, c'est déjà tu as un porteur de balle qui est très grand, qui est pas une cible défensive. Et du coup, tu as déjà, ça retire une première option dans une ligue qui chasse beaucoup les mismatchs, où du coup tu vas devoir déjà t'y prendre un petit peu autrement pour attaquer les mismatchs habituels. Et en plus, ça veut dire que tu gagnes en envergure et en Mhm. couverture Mhm. d'espace. Et je trouve que, tu vois, ils ont pas de très bons protecteurs de cercle. Peut-être que leur meilleur protecteur de cercle, au final, c'est Ozar Thompson. Mais du coup, ils arrivent en fait à avoir une défense un peu moderne, un peu plus polyvalente, et aussi du coup qui contient mieux les espaces et les débordements. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé que Boston, par exemple, quand ils ont joué contre eux il y a 2 jours, et il y Mhm. avait pas mal de difficultés à pouvoir profiter des mismatchs, parce qu'en réalité, tu vois, Porzingis qui va faire du post-up sur Tobias Harris, bon bah Tobias Harris c'est pas King Bah Kong, ouais. c'est pas Scottie Pippen, mais c'est pas Darius Et, Garland non plus en et, réalité. et même plus loin que ça, parce que Tobias Harris, il est quand même très grand, mais tu vois, le 5 majeur, au final, à part Duren qui fait plus, on va dire, des couvertures de blitz Hmm. ou edge, sauf si le porteur de balle est vraiment mauvais, en fait. Ouais. Mais en fait, tu regardes leurs 5 majeurs qui jouent actuellement, Cade, Tobias, Tim Hardaway, Ozar, même Malik Beasley quand il joue. En fait, c'est tous des joueurs qui ont à peu près le même morphotype et qui sont assez grands en fait. Et du coup, ils switchent tout quasiment de 1 à 4. Et comme tu l'as dit, c'est ultra moderne. Et après, c'est aussi là où c'est un peu l'inconvénient, c'est que du coup, quand un joueur comme Schroeder il rentre, on pourra en reparler, mais ça Hmm. se voit aussi, quoi. Ça se voit aussi. Mais oui, pardon, je t'ai coupé sur le fait que finalement, bah, c'est une équipe qui est ultra switchable et de très grande taille. Et c'est aussi un peu ça l'intérêt d'avoir Cade, quoi. Ouais, et en plus, tu vois, défensivement, un des trucs qui m'a un peu sauté aux yeux dans les stats, c'est que ils ont pas de protecteur de cercle, mais du coup, ils font en sorte, enfin, ils ont pris le pli de concéder les 3 points, quitte à que ça rentre, entre guillemets, pour protéger le cercle le plus Mhm. possible, et aussi pour tout simplement créer aussi plus de turnover et être plus agressif. Et là, peut-être qu'on va pouvoir rentrer dans les premières stats un petit peu qui ont shifté depuis le 1er février. On va prendre 2 stats défensives. Ouais, La première, vas-y. c'est les turnovers qui sont provoqués. Ils sont passés de 14e à 4e depuis le 1er février. Donc de 14e sur toute la saison à 4e juste depuis le 1er février. Euh, Mm. c'est aussi une équipe qui est très bonne d'ailleurs au rebond défensif. Ils sont 4e sur la saison et premier depuis le 1er février. Donc c'est Et une pour équipe le coup, ouais. qui sait mettre fin à une possession, entre guillemets, quoi. Ouais, ça rejoint le côté où finalement c'est une équipe qui est assez grande et Ouais. qui a une grosse densité proche du panier. Et du coup, ouais, ça recoupe parfaitement. Mais tu vois, je trouve que sur le côté transition, enfin, du coup, ça leur crée aussi de la transition. Et c'est très positif. Mais sur le Ouais. côté, en tout cas, création de perte de balles, je trouve que c'est assez flagrant que c'est un peu aussi ce chiffre augmente aussi bah, avec les répétitions et parce qu'ils sont de plus en plus à l'aise, mais aussi ça augmente de plus en plus avec l'importance qu'a Ozar Thompson dans la rotation, quoi. Ouais, Parce que ouais. pour le Mais coup, du coup, là, j'ai pas eu le temps de finir là où oh j'allais. pardon, Non, je suis t'inquiète. désolé. Non, non, mais en gros, c'était pour dire que justement, ils utilisent Ozar Thompson et justement leur densité pour couper l'accès un petit peu au cercle, quitte à concéder les 3 points. Et en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils rendent les passes plus compliquées, quitte à concéder les 3 points, mais tu vois, pour essayer en fait de noyer un petit peu l'espace qu'il peut y avoir à l'intérieur du jeu. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi passés donc de 18e équipe à qui encaisse le plus de 3 points à la 28e. Enfin, du coup, c'est le chiffre inverse. En gros, c'est la deuxième équipe qui encaisse le plus de 3 points depuis le 1er février. Et c'est vraiment, ils ont pris le pli voilà, de générer de la transition en provoquant des pertes de balles et en sécurisant le rebond, quitte à encaisser un plus grand nombre de 3 points. Et du coup, en effet, avec la présence d'Ozar Thompson, c'est ça aussi qui génère des meilleures transitions, parce que du coup,
leur niveau de transition, en tout cas en termes de fréquence, tu vois, ça n'a pas tant évolué depuis qu'il est là, entre guillemets. Ils étaient déjà une équipe qui faisait pas mal de transitions avant ça. Ils sont passés de quatrième à troisième de transition tu vois, depuis le 1er février. Par contre, là où Ozar Thompson, il a un énorme rôle, c'est aussi du coup dans la projection en transition. Et ils sont passés de 12e en efficacité sur la transition à 2e. Donc en gros, pour résumer un petit peu tous les chiffres que j'ai dit, pour les répéter une dernière fois, ce qu'ils ont fait défensivement, c'est qu'ils ont augmenté la fréquence de turnover en sécurisant le plus possible sur les lignes de passe, en mettant énormément de pression sur les porteurs de balles, quitte à encaisser plus de 3 points. Et ça leur a permis, grâce à un énorme moteur de transition qui est Ozar Thompson, de gagner beaucoup en efficacité et du coup de passer de la 12e à la 2e meilleure équipe de transition une fois qu'ils en ont déclenché une. Et dernier bon point que tu avais souligné aussi, vu qu'ils sont très denses, ils récupèrent beaucoup de rebonds défensifs. Et récupérer un rebond défensif, c'est pas du tout anodin. Ça veut dire que déjà, il n'y a pas de rebond offensif pour l'équipe adverse. Et ça veut dire que tu peux te projeter en transition, d'où encore une fois l'importance d'Ozar Thompson. Donc ils ont vraiment pris une décision stratégique de comment ils étaient prêts à défendre pour, entre guillemets, aider leur attaque. Ouais, tout à fait. Pardon, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast, donc On est un peu ruiné. J'en ai trop mis, tu vois, tout de suite, j'ai voulu trop en faire, j'ai voulu prouver, prouver. Non, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Et comme dit, ce que je trouve assez cool aussi, c'est que finalement, tu as un Ozar Thompson qui est peut-être aussi le meilleur protecteur de panier, mais qui est finalement plutôt le défenseur du point d'attaque de cette équipe, quoi. Oui. Qui est plutôt parce que c'est finalement une des faiblesses aussi, c'est que tu es très grand, mais tu n'as pas de bon défenseur du point d'attaque hors Ozar Thompson. Et c'est du coup là aussi où il a une vraie plus-value, je trouve. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'il switch beaucoup, donc finalement, tu n'en as pas forcément besoin. Tu pourrais te dire que tu n'en as pas forcément besoin. Mais ce que je trouve intéressant aussi avec Ozar Thompson sur le point d'attaque, c'est que précisément, quand tu as des pick and roll avec parfois Isaiah Stewart en 5, ou alors parce que par exemple ils vont cibler un tel ou un tel joueur, l'attaque adverse, en fait tu peux le switcher parce qu'il est ultra polyvalent, il a un énorme spectre défensif qu'il peut couvrir. Oui. Du coup, c'est aussi une carte en plus qu'il apporte. C'est un peu ce côté, lui, il peut changer sur des bigs, et tes bigs sont aussi plutôt mobiles. Alors, Jalen Duren, ils le font pas trop switcher, mais Isaiah Stewart, ils le font par moment, et je trouve ça assez intéressant, quoi. C'est sûr que Isaiah Stewart, il a un profil assez particulier. On parle peu de lui. Ouais. Mais en réalité, la défense, c'est jamais aussi bonne que quand il est sur le terrain. Mais c'est peut-être, tu disais, c'est peut-être Ozar Thompson leur meilleur protecteur de panier. Moi, Oui. du 5 majeur en tout cas. Je Ouais. pense que sinon, c'est Stewart, quoi. Ouais, c'est vraiment. C'est un profil qui est assez particulier et qui est un peu difficile. Il est un peu brut aussi, offensivement. Du coup, ça manque parfois un peu de fluidité. Mais même, tu vois, c'est pas un joueur qui refuse les tirs. Donc, il apporte pas énormément de spacing, mais il a pas de mal en tout cas à prendre ces tirs-là quand il n'est pas forcément respecté à 3 points ou plus. C'est un joueur qui est assez intriguant, entre guillemets, et qui apporte énormément d'énergie. Donc, c'est marrant, mais je trouve qu'il y a des profils un petit peu comme ça qui viennent du banc et qui sont des intérieurs qui apportent un peu d'énergie, qui disruptent un petit peu la manière aussi dont l'équipe attaque ou défend. Tu vois, un peu à la Nasrid aussi, qui a un peu ce profil-là en sortie de banc, mais c'est un intérieur qui change les schémas offensifs et défensifs, et sans dire qu'ils ont le même niveau, mais tu vois, c'est un peu ces profils-là que je trouve intéressants, qu'on a de plus en plus en NBA, ces intérieurs un petit peu gadgets qui peuvent être plugués dans différents modèles et qui sont plutôt impactants en réalité quand tu regardes les on-off défensifs par exemple avec Isaiah Stewart. Ouais. Et en plus, ça s'explique un peu, je trouve. Enfin, c'est un profil un peu bizarre parce qu'il est petit pour un intérieur. Ouais. C'est 6'9", c'est quoi? C'est 2 mètres 8, quoi, en gros. Mais en même temps, très musculeux. Il n'est pas super vertical, mais en même temps, il bouge plutôt bien, il est plutôt mobile. Et en fait, tu vois, sur le match, il y a pas mal de matchs là que j'ai en tête. Mais du coup, le plus récent, c'est Denver parce qu'ils ont joué cette nuit. Ils ont perdu, mais ils perdent sur en gros Jokic et enfin bon bref, c'est
aussi parce qu'ils font un très mauvais match d'adresse et Kate Cunningham et Denver est à plus de 50% à 3 points. Mais je Ouais, trouve qu'ils font pas un mauvais match. ouais. Et justement, il y a un passage où en fait, ils perdent un peu les premières minutes avec le 5 majeur. Et ils font un peu un comeback, les Pistons, avec Isaiah Stewart. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces line-up avec un peu cette seconde unit. Ben, au début, quand il y a Jokic, on l'attaque sur du pick and roll et Stewart il va être en drop et du coup Jokic va déclencher son flotteur, mais déjà c'est pas des tirs au panier. Et ensuite Denver a un peu essayé d'attaquer de l'autre côté en faisant des pick and roll du coup en n'impliquant pas Stewart. Et du coup là où c'était intéressant, c'est que tu avais par exemple Ossar et Cade qui pouvaient switcher, ça revient un peu à ce qu'on avait dit avant. Et après, tu as beaucoup de possessions où en fait, bah, en second rideau, en roamer, le roamer et qui fait vraiment la bonne rotation au panier, c'est Stewart. Et c'est vrai que je trouve que c'est un peu bizarre parce que c'est en général, tu vois, c'est pas ce profil même physique qu'on a l'habitude de déployer en roamer parce que c'est plus des joueurs qui sont très verticaux et qui vont couvrir énormément de terrain en très peu de temps. Et finalement, Stewart l'a un peu, alors que son morphotype ne nous fait pas forcément penser à ça, quoi. Non, mais c'est là où son profil est intéressant et je pense qu'il y gagne beaucoup en mobilité aussi. Et parfois, de plus en plus, on voit quand même des profils plus petits être utilisés comme roamer ou comme safety parce que bah un corps reste un corps entre guillemets et des joueurs qui arrivent à être assez vertical, bien positionnés et un petit peu même en avance dans leur timing, ils peuvent être utiles comme roamer sans être le profil type du safety à la Brook Lopez ou à la Kristaps Porzingis, quoi. Ouais, 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 complètement, complètement. Et c'est pour ça qu'il est ultra intéressant. Et même, tu vois, un joueur du coup dont on n'a pas parlé, mais Ron Holland aussi, bah, je trouve que défensivement, c'est on-ball, c'est pas terrible. Mais tu vois, justement, un peu dans ce côté très grand et off-ball, je viens et je peux faire les bonnes rotations, et ben c'est aussi super intéressant, quoi. Et finalement, ça revient un peu à leur seule liability défensive. Avant, c'était surtout Jalen Duren, mais aujourd'hui, ils lui font faire beaucoup de blitz ou de hard edge. C'est-à-dire que bah, vu qu'il a la mobilité, on fout deux sur le ballon et souvent, bah, vu qu'on a les bonnes rotations derrière, ça marche, c'est couvert. Et sinon, c'est Schroeder, quoi. Mais finalement, tu as une défense où, au début, tu as dit beaucoup d'attaques de mismatch, etc. Bah, Mm. comme tu as dit, et ça s'est vu du coup face à Boston, il n'y a pas tant de mismatch que ça, quoi, dans cette équipe. Il n'y a pas tant de mismatch que ça et ils sont un peu prêts à les concéder s'il y en a. Donc, Ouais. tu vois, ils ont quand même. L'approche est hyper bonne, hein. L'approche est hyper bonne parce qu'ils sont prêts ils préfèrent donner des mid-range contestés, quitte à ce que ce soit face à des mismatchs, plutôt que venir à deux et offrir des tirs entre guillemets faciles au cercle. Et ils défendent de mieux en mieux aussi le cercle, bah, du coup, en utilisant aussi cet aspect-là de. En gros, les tirs qu'ils sont prêts à donner, c'est des 3 points parce que ils disent que bon, bah, voilà, ils feront un peu le jeu des chiffres. Et là où d'ailleurs, moi je crois un peu en eux, entre guillemets, et en leur progression sur cette fin de saison, c'est que quand on regarde la réussite à 3 points des adversaires ou la leur, tu vois, là ils ont un gros coup de chaud depuis le 1er février, mais avant le début de saison c'était la même. Les pourcentages à 3 points des adversaires ou les leurs, ils n'ont pas évolué. Donc ça veut dire que ils sont passés d'un night rating, et alors là je demande à nos auditeurs de mettre leur ceinture, ils ont un night rating de 0,7 sur la saison, donc c'est ce qu'on peut appeler Très neutre. neutre. Depuis le 1er février, ils sont à plus 10. Ils sont à plus 10 de net Ça rating. fait un mois, hein. Ouais, Ça fait un mois à plus 10, c'est quand ouais. même pas mal. Après, voilà, il y a des Charlotte, il y a des Sixers, il y a des équipes, voilà, un peu de tanking. Mais il y a eu aussi des équipes comme Boston Et qui il faut ont les été. battre aussi, les équipes de tanking. Enfin, Et je veux dire, oui, faut leur mettre le plus 10, hein. oui, oui. Et du coup, ça a été très bien manœuvré. Et en plus, c'est un plus 10, donc un énorme coup de chaud night rating, sans un coup de chaud à 3 points. Et c'est là où j'ai été plutôt convaincu, c'est qu'au-delà de l'eye test où je me dis il y a une vraie approche tactique qui fonctionne et il y a un vrai mouvement et une aptitude à faire les bons choix défensivement, il y a Mm. aussi des chiffres qui confirment énormément de choses. Et par exemple, tu vois, sur la manière dont ils prennent des tirs en attaque, on va passer peut-être un peu sur l'attaque, il y a une métrique qui s'appelle le Local EFG
enfin je sais plus comment on dit, c'est effective field goal de Oui, EFG. ouais, le local effective field goal. Ouais, voilà, En excusez-nous gros, en notre. gros, je peux expliquer ce que c'est, comme ça Ouais, après je vas-y, te relance dessus. vas-y. C'est à quel point tes tirs devraient être rentables. C'est-à-dire à quel point ta sélection de tirs est censée être bonne. C'est-à-dire que, en fait, c'est littéralement ce sur quoi se sont basés les Rockets et surtout les Rockets pour être une des meilleures équipes à l'époque. C'est-à-dire qu'on pondère du coup le 3 points et les tirs au panier et on va faire un peu une moyenne de là où tu prends tes tirs et du coup un peu tu vas avoir comme des expected goals, mais tu vas avoir un peu en théorie une bonne sélection de tirs, une sélection de tirs rentable. Ça veut dire que tu auras un bon local IFG. Et du coup, pendant très longtemps, il y a eu une corrélation entre les deux. Je me souviens que Guillaume avait fait un super podcast là-dessus. C'était la fin du cheat code des analytics. C'était justement parce que depuis quelques temps, bah, il y a un peu moins ce côté dépendance entre bonne attaque et local IFG. Voilà. Ouais, oui, c'est ça. Mais ça, en gros, c'est une évaluation, disons, mathématique du régime de tir. En gros, ton régime de tir, il vaut telle efficacité C'est ça. si tout le monde a un niveau moyen. Voilà, en gros, c'est à peu près C'est ça. ça. Genre. Et du coup, ça dit quand même un petit peu, ça indique un petit peu s'il y a une volonté de recherche des tirs des plus rentables, entre guillemets, dans une équipe. Et les Detroit Pistons, ils sont 14e sur cette métrique au fur et à mesure de la saison. Donc Depuis le encore une fois, moyen. moyen, vraiment moyen. Et sauf que depuis le 1er février, ils sont deuxième. Et depuis le 1er février, ils sont aussi premiers à la fréquence au cercle. Ouais. Et le Donc, deuxième, ça doit être Denver, quoi, en gros. ouais, c'est ça, et Portland, je crois. Et du coup, il y a aussi ce truc-là ils prennent de moins en moins de 3 points. Ils sont passés de la 19e à la 27e équipe qui prend le plus de 3 points depuis le 1er février. Donc, tu as une vraie gravité autour du cercle qui se met en place. Et là, tu te dis, ah, mais d'accord, le spacing, en fait, c'est pas pour prendre plus de 3 points, c'est pour prendre des tirs au cercle. Et c'est exactement ce qui est en train un petit peu de se passer du côté de Détroit, c'est qu'ils utilisent encore mieux leur mouvement et leur shooter qu'au début de saison, parce qu'il a fallu qu'ils prennent leur marque pour utiliser tout ça pour obtenir des tirs au cercle. Et c'est là où, si tu le veux bien, on peut rentrer un petit peu plus dans de la tactique et dans ce qui se passe sur le terrain quand ils essayent justement Ah bah, d'attaquer. j'attends que ça. T'attends que ça. Eh ben, écoute, moi, je me suis noté pas mal d'actions au système, mais si tu veux nous présenter deux, trois idées qui Ok. t'ont un petit peu marqué aussi, un petit peu de toi, ton côté quand tu les as regardées, je t'invite à y aller. Ouais, bah en plus, moi, ce qui est cool, c'est que bah, j'avais fait une vidéo sur Cade. Ouais. Et du coup, j'avais vraiment beaucoup plus centré le truc sur l'attaque pour un peu justement analyser ces systèmes. Et je pense que le premier truc, et faut aussi, du coup, c'est bien parce que ça peut un peu redonner du crédit encore une fois à JB Bickerstaff, Oui. c'est que l'année dernière, on avait vu Cleveland avait eu beaucoup de blessures, Mm. mais malgré tout, il y avait eu Cleveland, je sais pas si tu te souviens, ou si les auditeurs se souviennent, une énorme période où ils avaient enchaîné, je crois, 12 ou 13 victoires et il n'y avait pas Garland ni Mobley. Mhm. Ce qui semble impossible aujourd'hui. Et en fait, ce qui se passait, c'est que Cleveland était passé d'une équipe beaucoup de pick and roll à une équipe de zoom action, Ouais. où vraiment ils spammaient cette action à répétition. Et en fait, ce qui se passe à Détroit aussi cette année, c'est qu'il a un peu réutilisé ce principe. Je pense que ça, c'est le premier truc à dire, c'est que pour Cade, il y a beaucoup plus de zoom action que l'année dernière. Alors une zoom action, du coup, on le répète toujours, mais c'est un premier écran de démarquage pour un porteur de balle, loin du ballon, qui n'a pas la balle, et qui va ensuite récupérer du coup un premier décalage et qui va ensuite jouer un main à main. Et du coup, le but, c'est de créer un peu un premier décalage pour un porteur de balle. Et parfois, il y en a sur lesquels tu n'as pas forcément besoin parce que, par exemple, Ja Morant, c'est un joueur qui a un premier pas élite. Mais Cade Cunningham, c'est là où c'est génial, c'est que c'est un joueur qui, justement, n'a pas ce premier pas élite. Il a un super handle et une super gestion du rythme pour parfois attaquer des mismatchs, et on pourra en reparler. Mais face à des bons défenseurs du point d'attaque, notamment tous ceux que vous connaissez, hein, mais il y a récemment, on a eu Chris Dunn, par exemple, et ben c'est super utile parce que ça permet
pour ton porteur de balle d'attaquer un premier décalage. Et du coup, dans les stats, eh ben, les Pistons, cette année, c'est la 4e équipe qui joue le plus de end-off. Malheureusement, il n'y a pas le play type zoom action, et Ouais. c'est que les actions finies. Mais du coup, c'est la 6e équipe qui finit le plus d'actions par des end-off. Oui. La 4e équipe qui finit le plus d'actions par des end-off, avec 6,7%. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il y a une différence avec l'an passé? Parce que si on va sur l'année passée, donc 2023-24, eh bien, ils sont à 4,7%. Donc il y a eu plus 2%. Alors comme ça paraît rien, mais en fait, sur un échantillon de 4,7%, tu as quasiment rajouté 50% par rapport à l'année dernière, où Oui. ils étaient grosso modo 20e. Et du coup, tu passes de la 20e équipe à la 4e équipe qui joue le plus de main à main, qui finit le plus d'actions de main à main. Et ça, pour moi, c'est le premier truc. C'est que tu as Cade Cunningham qui est beaucoup plus utilisé sur, on va dire, de la mise en mouvement. Et ça, c'est pas mal. Et en fait, ça crée pas mal de choses. Et aussi, l'autre truc que j'ai beaucoup vu, ce qu'ils aiment bien utiliser, c'est aussi dans ce truc de main à main, du coup, de end-off. C'est pas forcément des zoom action, mais c'est aussi des pistol action. Et du coup, des pistol action, c'est justement, on va vider un côté et on va jouer un main à main entre les guards sur le côté vide. Et du coup, en fait, ça met la défense dans un super dilemme de est-ce que, du coup, c'est souvent Cade qui arrive lancé. Encore une fois, il va arriver lancé. Et ça va être Ivy ou Ozar Thompson ou un joueur comme ça qui va avoir la main. Et du coup, soit la défense va anticiper pour bloquer l'accès au drive sur le côté de Cade. Soit, et du coup, dans ce cas-là, Ozar, il peut garder le ballon et driver lui-même au cercle. Soit tu le fais pas et dans ce cas, Cade, il arrive lancé dans son spot et dans sa raquette. Et du coup, voilà, pour moi, c'est un peu le premier truc et le point, peut-être pas central, mais un des points clés de l'attaque de Détroit, c'est que finalement, il y a beaucoup plus de main à main. Et aussi, soit avec des guards, soit avec Jalen Duren, qui est un super poseur d'écran et un super joueur de main à main. Donc ça fait pas mal de sens. En fait, toutes les pièces font sens pour jouer ce type d'action, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu vois, dans le volume de end-off, ce qui est pas montré, c'est que c'est une équipe qui fait beaucoup d'actions de end-off pour en déclencher une autre action de end-off. Tu vas avoir Ouais. des Chicago action pour ensuite rentrer dans une get action. Tu vas avoir des stagger, donc plusieurs écrans off-ball qui vont s'enchaîner avec un end-off pour ensuite que ce soit un autre joueur qui avait posé un premier écran, donc où il y a une sorte de vire-action où il y a un poseur d'écran qui se transforme en joueur qui vient récupérer la balle et c'est le joueur qui avait posé l'écran précédemment ou celui du end-off qui devient un petit peu le hub offensif. Donc tu as déjà ces trucs-là où la comptabilité des end-off, elle est pas bonne parce que elle prend pas en compte tout le volume qu'ils ont, mais seulement le dernier qu'ils ont fait. Donc vraiment, ça va au-delà de ce que peut laisser penser les stats. C'est un peu la partie cachée des stats, c'est qu'on voit toujours que la fin sans voir forcément le début. Et je trouve que dans l'animation offensive, ils ont réussi à varier les joueurs qui en profitent. Et je trouve que c'est permis parce que ils ont deux joueurs qui sont très bons à la passe déjà. C'est Kate Cunningham et Jalen Duren sur son poste d'intérieur. Et du coup, tu peux un peu diversifier les actions. Ils font beaucoup du coup d'actions où il y a Duren qui est utilisé sur du short roll aussi pour trouver les cuts. Et ils savent aussi bien utiliser, par exemple, le fait que Ozar soit un non-shooter. Ils arrivent à pas se laisser trop handicaper par ça. C'est-à-dire que ce qu'ils vont faire, par exemple, contre une équipe qui va ignorer Ozar, Thompson au niveau du 3 points, c'est qu'ils vont faire que Ozar Thompson devient le poseur d'écran plutôt que Jalen Duren, ou alors il va venir poser un écran en même temps que Jalen Duren sur une zoom action, comme ça il oblige quand même la défense à monter. Et sinon, il est assez bon sur les cuts aussi. Et ce qui se passe, c'est qu'il coupe souvent à 45 degrés à côté du pick and roll. Et si on regarde un petit peu les actions du côté de Détroit, on voit qu'il y a pas mal d'actions qui se passent en même temps que le pick and roll. Donc tu as une vraie volonté un peu scolaire et théorique, mais qui fonctionne, d'avoir deux actions en même temps. On va avoir un pick and roll d'un côté et de l'autre côté, on va avoir un écran pour un joueur qui remonte à la ligne à 3 points pour retirer un petit peu la protection de cercle par exemple. Et si ça n'a pas permis un premier décalage suffisant, le joueur qui est remonté à 3 points va profiter d'un écran que par exemple le poseur d'écran du pick and roll avait posé et avait popé à 3 points et réenchaîné dans une autre action. Et c'est là où du coup l'animation autour aussi de Malik Beasley
qui réalise une des meilleures saisons à 3 points en tout cas des années récentes pour un joueur un peu un role player, c'est parce qu'il est énormément utilisé sur ces actions-là. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites pour lui. Il est utilisé aussi sur des Spain pick and roll. Donc ça veut dire qu'il va venir poser le deuxième écran suite au premier écran du pick and roll pour casser un petit peu la couverture en drop et venir dans le dos de la défense. Et il est aussi utilisé sur ce que nous on aime bien, on avait fait nos premières vidéos là-dessus, sur des ghost screens, où il vient poser un faux écran sur le porteur de balle pour ensuite profiter d'un flare screen ailleurs. Et d'ailleurs, il y en a une qui est intéressante, je crois que c'est contre Boston ou contre Denver, où ils font ça depuis un côté vide. Et du coup, au lieu de venir d'un côté fort ou d'un côté ou de la ligne de fond, il vient d'un côté vide et du coup, ça change totalement la géométrie du terrain. Et la dernière action qu'ils font, que moi j'aime beaucoup et que vous pouvez aussi retrouver dans le Dico Tactique sur la chaîne YouTube, c'est les Blind Pigs. Et les Blind Pigs, c'est une action que J.B. Bickerstaff, il utilisait déjà pas mal du côté de Cleveland, notamment avec Evan Mobley. Et là, du coup, il peut le faire tout simplement avec Jalen Duren. Donc, beaucoup d'animations offensives variées. On n'est pas que sur du end-off, on a des actions de pick and roll classiques, on a des mouvements de cut long du ballon, on a une bonne gestion du spacing, et on a en plus de 3 trucs gadgets comme les blind picks. Donc, vraiment, on est sur une équipe sérieuse qui n'est pas seulement victime d'une surchauffe parce qu'il y a X ou Y qui fonctionnent bien ou parce qu'ils ont joué contre contre des équipes moins bonnes. Il y a un vrai fond de jeu qui est en train de se mettre en place du côté de Détroit. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé le mot scolaire que tu as dit, parce qu'en fait, il n'y a rien de révolutionnaire, mais tu sens que, tu vois, en fait, la fameuse phrase, en fait, ils font les bons ajustements au bon moment. Et tu vois là un peu, alors déjà, sur le côté cut et sur le côté fréquence au panier, c'est vrai que Ozar Thompson, en termes de cut, c'est assez cool parce que Ouais. déjà en termes de cutter dans le bon timing, en termes de timing de cut, il est vraiment bon. Et face à des défenses qui blitzent souvent Cade et qui libèrent pour Duren, Ouais. et ben Duren il est bon dans le decision making. Et avoir un joueur qui cut au bon timing, en fait c'est important parce que du coup il y a 2 sur Cade, donc il y a le défenseur de Duren sur Cade. Cade libère, mais du coup le joueur qui va venir défendre sur Duren, c'est souvent le joueur qui défendait Ozar. Et du coup, si Ozar fait la bonne coupe et exploite ce côté où il est seul, et ben c'est super. Et dans les stats, quand il est sur le terrain, et ben il y a 37,6% de fréquence au panier pour les Pistons. C'est énorme, c'est le 94e centile, mais surtout, et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'il a plus 7,1% de on-off. C'est-à-dire que sans lui, tu passes à 30%. Et ça, c'est dans le 98e centile, cet écart. Mais du coup, ça, je me l'étais noté, je voulais pas te couper. Mais du coup, ouais, ce qui est intéressant, c'est que tous les systèmes que tu as dit, je trouve, ils sont à chaque fois déroulés au bon moment. C'est-à-dire que si tu joues un drop, si la défense, elle joue un drop, et on va jouer un Spain pick and roll pour coincer l'intérieur de drop. Si jamais la défense elle blitz sur Cade, ce qui arrive souvent, on voit qu'il y a beaucoup de contre-moves qui sont déjà préfaits. Que ce soit des blind pigs pour un peu libérer la pression. Et du coup, en fait, pourquoi est-ce qu'on joue un blind pig? Parce que souvent la défense, elle va se mettre de façon à rejeter l'accès au ballon à Cade Cunningham. Elle va se poser entre le joueur qui a la balle, donc que ce soit Duren ou quoi, et Cade Cunningham. Donc la passe, c'est pas possible. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Cade, en gros, il fait un cut. Et le blind pig, c'est un moyen de le servir en train de faire ce cut. Et du coup, d'exploiter un peu ce blitz. Ensuite, qu'est-ce que tu as cité d'autre? Ouais, les pick and roll avec Malik Beasley en poseur d'écran, c'est face à des défenses qui switch, où du coup, Cade, il va pouvoir cibler son joueur, tu vois. Et du coup, tout est fait un peu autour de Cade, et avec vraiment un playbook qui est pas forcément... tu vois, c'est pas le playbook de Will Hardy ou c'est pas une motion offense, etc. Mais en fait, il est ultra complet, varié, et il a un peu réponse à énormément de choses, quoi. Et ça m'a vraiment un peu sauté aux yeux quand tu regardes les matchs. Le match contre les Clippers, j'en avais fait un thread, mais c'est assez intéressant parce que
En fait, c'est toujours les Clippers qui essayent de s'ajuster et tu te rends compte que bah, les Pistons, en fait, ils ont plein de petits contre-moves qui sont déjà au sein de leur playbook. Tu vois, ce qu'ils ont énormément fait face aux Clippers, c'est bah, vu qu'on se met en ice ou en deny, c'est-à-dire on empêche Cade de soit recevoir la balle, soit quand il a la balle d'aller prendre son écran, et ben Duren, au dernier moment, il changeait l'angle de l'écran, il flippe the screen. Et quand tu l'as dit, quand tu as commencé à tout énumérer, je me suis dit, purée, mais c'est vraiment flagrant à quel point, en fait, tous ces systèmes, il y en a qui sont parfois un peu gadgets et jolis, et nous, on est là, oh là là, c'est magnifique. Mais en fait, la plupart, non, mais c'est vrai, mais la plupart, en fait, ils sont surtout ultra efficaces et, on va dire, préconçus face à ce que fait la défense, quoi. Ouais, bah c'est là où c'est aussi un coach qui est. Guillaume, il l'appelle comme ça, il dit que c'est un peu un coach de plancher parce que il sait animer une attaque et un petit peu bah, justement profiter des quelques avantages qu'il a au niveau des skill sets de ses joueurs pour avoir quelque chose de structurel qui fonctionne quoi. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une approche un peu scolaire, c'est parce qu'en réalité, on parle d'une équipe qui reste quand même entre guillemets moyenne à l'échelle de la saison parce qu'il n'y a pas non plus énormément de talent. On est passé de genre une sécheresse en termes de skills à un truc où bon, tu te baignes pas encore dedans, mais voilà, tu peux commencer un peu à tremper les pieds quoi. C'est le truc qu'il y a avant de rentrer dans la piscine. C'est pas tout joueur, voilà, c'est ça. Donc voilà, Le concrètement, pédiluve. et voilà. Du coup, on commence à avoir quelque chose, et lui, à JB Bickerstaff, il arrive bien à s'en sortir. En plus, il a une super plaque sur laquelle la faire tourner cette attaque, c'est Kate Eh ben oui. Cunningham. Donc finalement, on a un truc qui est plutôt cohérent, et on arrive à une équipe qui a aussi fait des choix forts tactiquement, qui les assume de plus en plus, et qui fonctionne plutôt bien. Donc normalement, on devrait arriver à une équipe qui va aller en playoff, quoi. Ouais. Et justement, tu as dit un peu, bah, après, tu vois, tout ça part quand même de Cade. Et en vrai, du coup, moi j'en avais parlé, mais toi, qu'est-ce que t'en penses un peu de sa saison à Cade? Hmm. Moi, je trouve qu'il est plus mis en mouvement qu'avant. Mhm. Et ça, je trouve que c'est intéressant, je trouve que ça manquait. Et d'ailleurs, je pense que si Jaden Ivey et lui veulent exister en même temps sur un terrain, il va falloir tout simplement apprendre à plus jouer off-ball. Et ça, quand même, je trouve que c'est quelque chose qui a été plutôt bien fait cette saison, la mise en mouvement de Kate Cunningham, parce que tu l'as dit toi-même, c'est pas un joueur qui est méga explosif. Donc, tu vas pas avoir cet aspect-là de, tu vois, Zion sur un. Par exemple, prenons une action basique qu'on a vue du coup chez les Pistons et du côté des Pelicans. Le ghost screen avec un flare screen derrière. C'est pas la Mhm. gravité de drive qui rend cette action dangereuse entre guillemets du côté de Détroit parce que c'est pas vraiment ce qui singularise notre ami Kate Cunningham. Par contre, il va avoir ce scoring sur mi-distance où il va pouvoir attaquer un mismatch si jamais il y a un switch qui est opéré ou un petit décalage. S'il y a un tout petite ouverture, il va quand même pouvoir en profiter et pour potentiellement bah, servir Jalen Duren qui pourrait couper, Ozar Thompson aussi qui pourrait Ozar couper. Donc Thompson. il y a d'autres forces dans son profil qui sont du coup assez intéressantes, mais ça en reste pas un joueur implacable sur son scoring. Du coup, tu es obligé d'animer une attaque autour de lui parce que lui, c'est pas un casseur de défense quoi. C'est pas. Ah ouais? Bah, je trouve Ah que ouais? bah, pour moi, c'est le cassage de la défense, il est permis parce qu'il y a un bien meilleur spacing et une meilleure animation, mais c'est pas, tu vois, c'est pas un driver implacable. Ça, non, mais tu vois, Bah, c'est quand même un joueur qui drive énormément en termes de volume, enfin, souvent le décalage, il part de lui, quoi, je trouve aussi. ouais, le décalage, il part de lui, mais en réalité, il y a quand même, si Tu t'es vois, une mais pour moi, c'est ça casser la défense. oui, mais en fait, pour l'instant, pour moi, ça fonctionne avec beaucoup de limites parce que vu que c'est pas une vraie, il drive beaucoup, mais c'est pas une vraie menace au scoring sur drive. Il est à combien de points par drive Alors, compté? Ça doit être un attention, truc, ça doit être un attention, je truc l'ai, moyen. j'ai mon Excel. Attends, je te laisse combler. Bah, Deux mais tu secondes. vois, je vois déjà qu'au cercle, il est à 56% de réussite au cercle.
Donc, je suis pas sûr que les indicateurs de réussite au drive soient très bons. Pourtant, tu vois, il a la taille, mais il a pas l'explosivité. Et surtout, après, c'est intéressant parce que je trouve que récemment, il provoque beaucoup plus de fautes. Tu vois, il y a des petits trucs où je me dis, il va chercher le contact et tout, mais bon, je Parce pense que. qu'ils Alors, ils arrivent à le mettre plus en mouvement, et tu vois, c'est ouais, un bon il point. est à 1,14 points par tir en drive. Ce qui est, parmi les gros drivers, le 26e de NBA. Donc en gros, 26 sur là, le top 50. Ouais, il est Euh, moyen, quoi. il est moyen, mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, pour moi, déjà, ça reste des tirs au panier. Et du coup, ça attire toujours énormément d'aide, quand même. Ça, je pense qu'on est d'accord. Et l'année dernière, il était 45e sur 50. Et il Oui. était à 1,06. Oui, non, c'est moins pire, et je dis pas que c'est pas, je dis pas qu'il est incapable de casser une défense, je dis juste que pour l'instant, je le considère pas encore dans la trempe de ces joueurs qui vont le Moi, faire ouais. de manière impeccable, quoi. Moi, je Mais dirais que c'est un casseur de défense, mais que c'est pas un casseur de défense élite. Mais son profil, c'est un profil de casseur de défense, tu vois. théoriquement, ouais. Mais pour moi, en playoff, tu vois, je suis pas sûr que tu t'envoies autant d'aide, et je serais curieux de voir qu'est-ce que ça donnerait s'ils envoient moins d'aide et qu'ils le laissent justement gérer en un contre un. Bah, justement, tu vois, je trouve que c'est là où c'est intéressant. C'est aussi un peu un truc qui est un peu nouveau. C'est que je trouve que les années précédentes, il faisait affaire à beaucoup de drops. Et Oui. il prenait beaucoup de mid-range. Ouais, Et du coup, tout le monde était un peu. Et il était très bon sur ses mid-range. Ça, faut le dire. mais ça C'est un reste joueur pas qui a efficace. toujours. Voilà. Mais c'est un joueur qui, tu vois, il était à plus de 45% dès sa deuxième saison. Bon, cette deuxième saison, on l'a pas joué, mais on va dire, du coup, l'année dernière, il était à 47% sur les longues mi-distances. C'est vraiment bon et c'est beau à voir jouer. Tu vois, c'est des trucs qui sont beaux. Mais en fait, c'était un joueur qui tombait un peu dans le piège de la défense constamment, quoi. Mhm. Je prends le pull-up à mi-distance. Et je trouve que cette année, il y a quand même un truc qui a un peu changé sur son scoring. Autre le fait qu'il soit en mouvement et que du coup, il soit un peu meilleur sur drive, bah, c'est le pull-up. Le pull-up à 3 points. Il a doublé son volume à 3 points. Ouais. Il a doublé son volume à 3 points. Et là, il est à 34% parce qu'il shoot un peu moins bien ces derniers temps. Mais tu vois, je trouve que c'est une arme qui, face à. Et je trouve que face au drop, c'est assez instantané en fait, ils veulent pas que la défense ne fasse de drop. Et tu vois, Zubac, il tente du drop par moment. Et en fait, on tente des trucs pour créer des poches d'espace pour que lui, il ait son pull-up face au drop. Face au Knicks, bah, mais bon, face au Knicks, c'est rentré en plus. Donc, on forçait Kat à sortir de son drop. On punissait le drop. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'après, je trouve que une fois qu'il arrive à sortir les défenses de son drop, je trouve que par rapport à l'année dernière, il arrive beaucoup plus à sortir les défenses de leur drop habituel. Et c'est assez intéressant parce qu'après, il y a tout ce qu'on a aussi décrit avec le short roll de Duren, les cuts, etc., les blind pigs, etc., etc. Et du coup, je trouve que, tu vois, je trouve qu'il y a quand même un peu une nouveauté sur son scoring là-dessus, quoi. Ouais, ça, je suis assez d'accord. Et je pense que c'est aussi, encore une fois, lié au fait d'être plus mis en mouvement et qu'il essaye d'aller un peu plus au fond de l'action. Tu vois, de pas s'arrêter, entre guillemets, sur du short. Donc, tu vois, que son drive, il soit pas court et qu'il s'arrête pas sur un mi-distance, mais que ce soit un drive long et qu'il aille au cercle ou sur du flotteur. Ouais. Je Et pense que ça, ça, c'est sa dernière évolution parce que, tu vois, au final, sur les longues mi-distances, il est passé de 18% en fréquence à 9%. ouais. Donc en fait, il a complètement remplacé en fait les pull-ups à mi-distance par des pull-ups à 3 points. Le problème, c'est que beaucoup de ces drives finissent souvent par des short mi-distance, quoi, par des flotteurs. Et comme tu dis, je pense que là-dessus, c'est vrai, il faudrait qu'il arrive à aller jusqu'au panier, alors que lui, il a tendance à déclencher un peu ce flotteur, quoi. Et du coup, tu l'avais remarqué, il y avait plus de fautes, et que ce soit pour lui ou pour du côté de Détroit de manière générale, sur le dernier mois, tu vois, ils sont passés de 23e à 6e au free throw rate. Donc, ils sont passés d'une Ah, équipe c'est qui énorme aussi, ça. déclenche pas exactement, qui cause pas de lancer franc, une des équipes qui le fait le plus. Et Kate Cunningham, quand tu regardes un petit peu ce qu'ils appellent le 10 game rolling average, donc à quel point une stat évolue sur les 10 derniers matchs, là, il arrive un petit peu à son pic, potentiellement même en carrière, en termes de shooting foul percentage, donc en termes de fautes provoquées sur tir. Là, il est à peu près à 14% sur les 10 derniers matchs.
c'est une énorme augmentation comparée à ces 8% par exemple la saison dernière. Donc en effet, il y a toujours plus, entre guillemets, de cassage de défense, il y en a plus que l'année dernière. Potentiellement, c'est aussi beaucoup aidé par le spacing, mais pour l'instant, j'ai l'impression, enfin, tu vois, j'ai pas le sentiment d'implacabilité pour me dire que si tu vas pas en aide au drive, tu vas être puni. Tu vois, pour Mm. l'instant, ce que je vois en efficacité au Mhm, cercle, en mhm. efficacité au drive et en lancer franc provoqué, même au mieux de ce qu'on a vu, donc ce qu'on voit en ce moment, je sais pas à quel point c'est assez implacable pour te dire que ça va casser un petit peu la défense et la forcer à vraiment bah, un petit peu s'effondrer miette par miette, quoi. Ouais, en fait, c'est plus le côté est-ce que le scoring va être suffisamment bon en playoff pour attirer ses aides, quoi. Oui, parce que le fait que C'est lui, ça? si, enfin tu vois, il y a des mecs, c'est pas des casseurs de défense parce qu'ils savent la casser, mais ils savent pas exploiter cette brèche qu'ils ont engendrée. Lui, je me Tu doute, parles de quoi? De Kevin Durant, par exemple? je suis pas là pour balancer moi. Et ensuite, tu vois, mais Ouais. même genre Cam Thomas, sans prendre des profils extrêmes, tu vois. Cam Thomas, Ouais. je pense qu'il force sa défense à Ah, s'adapter. Mais Cam Thomas, c'est pas un profil extrême. ouais, ouais, non, j'avoue. Mais non, mais extrême dans le sens élite, crème de la crème, tu Extrêmement vois. fort, ouais. Oui, oui. Voilà. Oui, Et oui, oui, oui. alors que Cade, je sais que s'il pète une défense, je sais que s'il fait, tu vois, Fred de Carglass, il a la. Non, mais tu vois, les mecs de Carglass, ils flippent de voir Kate Cunningham arriver. Parce que Kate Cunningham, il voit une fissure dans un pare-brise. Le pare-brise, il est mort, tu vois, parce que il a la Oui, taille, oui. il a la passe, la vision de jeu, la gestion du timing, le footwork, enfin, tout le bagage de genre, ah, c'est un incroyable playmaker. Il l'a, totalement. Mais pour pouvoir en profiter, pour moi, ça manque soit d'implacabilité au scoring sur drive et au cercle, soit d'un vrai pull-up à 3 points, soit d'un meilleur premier pas, ou alors du coup, ça va demander beaucoup de structure autour de lui pour le mettre dans les meilleures situations. Ouais. Oui, oui. Mais ça, c'est plus sur un truc de playoff, quoi. On est d'accord. Bah, en même temps, on joue pas, Oui. tu vois, On joue genre, pas. là on Oui. parle d'une équipe, là on parle d'une équipe de playoff. Là maintenant, quand on parle des Detroit Oui. Pistons, On joue pas pour la NBA Cup, quoi. C'est ça que tu essaies de nous exactement, dire. oui. Là, la pitch au mon pitch league, c'est fini. Là, on parle basketball, monsieur. Là, on est en mars. On est en mars déjà, on n'est pas en mars. On est en mars. Si, on est le 1er Ah mars. ouais, on On est est le le 1er 1er mars. mars. Du coup, on est en mars. Eh ouais. On parle basketball, on parle March Madness, monsieur. On parle Euh, March Madness? pas du Tu veux tout, qu'on parle non, March non. Madness? Non, non, désolé, il y aura toujours pas de, il y aura toujours pas de NCAA à Z. Oh là là, mais ça c'est quand même. Je vais le travailler, vous inquiétez pas les auditeurs. Ça va arriver. Ça va arriver. Mais non, mais oui, je pense que c'est un peu le dernier truc parce qu'au final, tu vois, il fait sa meilleure saison à l'efficacité en carrière, mais Mhm, il reste en dessous de l'efficacité moyenne. Au mhm, final, mhm. tu vois, au final, on peut débattre de le pull-up, le drive, etc. Mais c'est ça qui est fou, c'est que cette stat nous dit quand même. Enfin, je la trouve très puissante, quoi. Il Oui. reste en dessous de l'efficacité, ça fait que oui. Mais d'ailleurs, je trouve que aussi sur son profil, une petite lacune. Tu vois, je sais pas à quel point je le mettrais dans les meilleurs passeurs de NBA. Dans le sens où, en fait, le problème, c'est qu'on est Luka Doncic a trop biaisé notre vision des porteurs de balles. Mhm. C'est vrai. Parce qu'en fait, le truc, c'est que parfois, Kate Cunningham, il se fait blitzer, ou voilà, et il va passer au-dessus, mais il va passer que à une passe près. Et en Mhm. soi, ça casse la défense parce qu'après, il y a extra passe. Mais vu qu'il fait pas directement lui-même la skip pass corner opposé, je suis un peu déçu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais c'est parce que on a trop d'attentes. Mais je pense que quand même, les angles qu'il arrive à trouver par sa taille et tout, Oui. peut-être qu'on est 2 tiers en dessous de ce que peut faire Doncic, mais d'un autre côté, c'est pas vraiment la question. La question de savoir si les petits décalages qu'ils vont pouvoir lui offrir, il va en profiter, ça, je suis vraiment pas inquiet. Et en plus, il a un très bon handle Ouais, relatif à ouais, ça sa taille. c'est. Même dans les petits espaces, ça je trouve ça assez impressionnant. Et ouais, et du coup, ça aide énormément à bah, pouvoir aussi mieux gérer les blitz et la pression, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je retire ce que j'ai dit. Non, Je non, retire ce non, que mais j'ai c'est dit. bien, on a des débats animés en fin d'émission pour les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout, c'est bien. Ouais, ouais. Ça fait un petit Mais du plaisir de coup, surprise. moi je m'étais noté une petite question, tu vois. Parce Vas-y, que du coup, on allez. parle de playoffs, etc. Et Allez, c'est une bonne équipe. Mais allez. je pense que toi comme moi, attention, là,
On va faire Tu les peux, pronos tu- là, c'est ça? C'est non, 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 pas du tout. Tu peux créer vraiment le débat si tu réponds autre chose que ce que je pense. Ok. Mais on est d'accord, Détroit n'est pas contender cette année. Contender à quoi? Ben, on est d'accord, c'est pas une équipe qui va passer des tours de playoff, quoi. On est d'accord. Qui va pas passer des tours de playoff ou un tour de playoff? Ouais, pose des vraies questions là, tu fais des Non, mais schlawish. on est pas pour. Ok, mais bah, pour moi, ma question de base, elle était simple. Détroit n'est pas un candidat au titre. Détroit n'est pas une équipe que tu envisages aller en finale NBA, par exemple. Non, mais en même temps, il y a que deux équipes que j'envisage aller en finale NBA à l'Est, donc. Oui, mais donc voilà, donc on est d'accord. Ok. Tu ne choques pas le monde là-dessus. Non, bah Mais du non. coup, ma question, c'est un peu. Bah, quelles sont leurs faiblesses un peu? Parce que vu que c'est une équipe qui est pas parfaite, on a dit ce qui allait bien, etc. C'est un peu qu'est-ce qui leur manque, quelle est leur faiblesse. Du coup, on l'a dit un peu, il y a un peu le scoring peut-être de Kate Cunningham, mais un peu ailleurs. Est-ce que toi, pour toi, à l'avenir, que ce soit en playoff des choses qui pourront leur coûter, ou à l'avenir que t'aimerais bien voir en termes de profil de joueur ou des choses comme ça, ou où est-ce qu'ils pourraient évoluer quoi, Détroit? Positivement, progresser. Où est-ce qu'il pourrait progresser? Voilà, je t'ai Bah, posé une bonne question. déjà, en termes de scoring, quand même un peu limité cette histoire. C'est-à-dire, Bah, qui. Enfin, je veux dire, en termes de création offensive, c'est quand même. Ouais, bah, c'est moyen en vrai. C'est Cade est dans le centième centile en usage. Je pense que c'est aussi une c'est- stat qui est pas forcément ultra positive, quoi. ouais, c'est une stat qui est pas extrêmement positive. Je pense que même si le spacing s'est amélioré, il est quand même pas non plus fantastique. Tu vois, t'es quand Il même. dépend beaucoup de Tim Hardaway Jr. et Mike Beasley qui, on le sait, enfin surtout Tim Hardaway Jr., ne sont pas les joueurs les plus réguliers. Oui, et puis en plus de ça, t'as pas énormément de profondeur ton Ouais. spacing, quoi. Dans ton spacing, t'as peu de profondeur, ouais, je suis d'accord. T'as peu de profondeur. T'as aussi ce truc de. Tu manques. Tu vois, il y a une densité. Ton plafond de densité est pas si haut que ça. Ton plancher de densité de taille, il est énorme, mais ton plafond est pas fantastique. Moi, j'aimerais bien peut-être avoir un meilleur rim runner au côté, un mec plus vertical que Jalen Duren à côté de Kate Ah ouais. Cunningham aussi. Ouais, mais en fait, t'aimerais quoi? T'aimerais Derek Lively, quoi. Parce Ouais, que je trouve que tu bah, vois, il manque le de protection passing de sur cercle, les hein. main à main, la Oui. pose d'écran, etc., c'est quand même ultra valuable, quoi, Duren. Non, mais c'est hyper valuable, mais le profil, du coup, te retire un intérieur pour protéger le cercle, pour avoir de la verticalité, pour avoir du spacing un petit peu horizontal, disons. Non, vertical. Vertical, du coup, merci. Et du coup, ça, ouais, je pense que ça manque. Je pense que c'est aussi ce qui fait qu'il y a autant de déchets, entre guillemets, dans leur équipe, dans le sens où c'est une des équipes qui perd le plus de ballons, Ouais. tout simplement. Donc, un peu de ça. Et puis, il n'y a pas de mecs qui mettent vraiment de la pression au cercle, à part Jaden Ivey. Et encore, c'est beaucoup de flash. Balle en main, ouais. Balle en main, ouais, je suis Ouais, d'accord. bah c'est beaucoup de flash et pas énormément d'efficacité non plus, quoi. Ouais. Donc, Ouais. ça manque de talent, hein, tout simplement. On l'a dit, hein. Les mecs, ils sont passés du Sahara au pâteau joueur, mais il n'y a pas encore de quoi se faire une petite lessive, quoi. Donc Hmm. bon, à voir ce que ça va donner, mais il y a quand même de quoi embêter une équipe moyenne sur un premier tour de playoff. T'as un nom en tête? Les Knicks? Non, attends. Non, mais je te demande, est-ce que toi, t'as un nom en tête? Un nom des... Bah, je regardais quand j'étais en train de manger, là, je regardais la vidéo de Alex Hoops sur les Detroit Pistons, est-ce qu'ils sont vraiment bons? Bon, il a rien dit de bien incroyable, j'ai trouvé sur la vidéo, mais il pose une question intéressante à la fin. Il dit quelle équipe pourrait être battue en playoff par les Pistons en. La question, c'est est-ce que les Pistons peuvent passer un tour et qui c'est qui pourrait battre à l'Est? Bon, est-ce qu'ils pourraient battre Cleveland? Non. Non. Est-ce qu'ils pourraient battre Boston? Non. Est-ce qu'ils pourraient battre New York? Sur un match, ils peuvent, je Non, pense. non, là, on parle de série de playoff. Franchement, sur une série, j'ai quand même un peu de mal à y croire. Ok. Est-ce qu'ils Je peuvent pense que, tu vois, après, il y a quoi? C'est quoi les quatrièmes, du coup? Ouais, pardon. Indiana? Est-ce qu'ils peuvent battre Indiana?
Oui. Est-ce qu'ils peuvent battre Ouf. les Bucks? Ouais, mais il y aura pas. Pourquoi il y aura pas? Bucks Pistons. Bah, Bucks Pistons, faudrait qu'ils soient quoi, 4 et 5 du coup? Bah, ils peuvent être 4 Détroit. Ouais, ça peut être 4 et 5. Ça peut être 4 et 5. Ouais, et voilà. Est-ce qu'ils peuvent battre les Bucks? Pouah. Waouh. T'en penses quoi, toi? Est-ce qu'ils peuvent battre les Bucks? Moi, je pense que Indiana, non. Les Bucks, Tu sais que les Bucks, moi je trouve que j'ai bien aimé leur dernier match là, hein. les Bucks, ouais, j'ai du mal à les voir battre. Tu vois, je me suis dit New York, mais bon, quand même. Bah, New York, en fait, leur match-up, ça leur va pas si mal, quoi. Ça leur va pas si mal. Ouais, Parce que Cade, il peut un peu cibler Brunson, il peut cibler Towns. Mais en fait, le truc, c'est que, ouais, je pense que c'est plus le spacing. Je pense que Tobias Harris, on l'a vu l'année dernière, il n'avait pas été respecté en playoff. mm, Je pense pas que cette année ça change. Stewart, Ron Holland, Ozar Thompson, tout ça, je demande à voir. Et Schroeder, c'est un peu l'autre qui doit apporter un peu de création. Et par moments, c'est intéressant. Par exemple, tu vois, quand Cade se fait beaucoup blitzer, bah, du coup, ils mettent un autre porteur de balle avec Schroeder. ouais, Mais, mais défensivement, mais son match contre Denver. ouais. Oh. Ah bah, Parce qu'il y a on-ball, mais il y a off-ball. Off-ball, c'est une catastrophe, et quoi. si le mec il fait 3 ou 4 équipes par saison, c'est pas parce qu'il veut gagner des miles, hein. Ouais, C'est parce que c'est vrai. personne en veut dans son équipe, hein. Ou alors il veut peut-être tous les records Strava des États-Unis. Et il aura pas Boston, hein. Il aura pas Il aura pas Boston vu Boston. que Putain, faut que j'aille vu me que t'es chercher un passé. petit segment Strava là après. Mais bref, Ouais, ouais, oui, non, c'est quand même. Je pense que ça peut manquer très vite de profondeur et que le spacing est trop bancal pour gagner une série de playoffs. ouais. Mais du coup, moi, ça me fait un peu peur. Alors, on verra. En vrai, j'essaie un peu de me détacher de ça parce que tu vois, vite, on a tendance à trop se projeter alors qu'en fait, l'intersaison, c'est un peu imprédictible et ce qui va se passer, etc. Ouais, Mais tu vois, j'ai peur que cette équipe, elle est très vite, elle soit cool, elle soit compétente, mais qu'elle ait un peu un plafond de verre. Tu vois? Parce que trouver des profils qui sont, on va dire, t'apportent ce qu'il te faut, c'est-à-dire plus de spacing sans compromettre ta bonne défense dont on a parlé, c'est compliqué. Euh, Potentiellement apporter un autre ball handler qui est aussi Cade compatible et qui dégrade pas ta défense, c'est super compliqué. Donc moi je trouve que tu vois c'est des profils qui sont vraiment pas évidents à trouver, qui sont assez rares. Et tu vois Ozar Thompson il a beaucoup de bienfaits défensifs et même peut-être offensifs avec ses cuts. Mais tu vois sur les playoffs on verra et c'est quand même un joueur avec beaucoup de compromis. Donc tu vois je trouve que c'est une équipe qui finalement peut vite être bloquée mais bon on verra ça c'est pas à nous de construire les équipes on n'est pas encore GM. ouais, moi, il y a un truc qui me rassure là-dedans. C'est que l'année Ouais. dernière, Kate Cunningham, il prenait 3 catch and shoot à 3 points par match, il en mettait 37%. Cette année, il en prend un de moins de catch and shoot par match, mais il les rentre à 40%. Donc je me dis, tu peux le mettre à côté d'un autre créateur et aussi Ivy. Dans Ivy l'idéal, c'est Ivy. potentiellement qui a aussi ses probablement c'est le problème d'Ivy, c'est que lui il va gêner le spacing. Et moi je pense que c'est là où ça va être problématique, c'est que pour avoir les deux en même temps sur le Bah terrain. voilà. Donc mais tu vois moi un profil que j'adorais à côté de Kate Cunningham, Ouais. ce serait Franz Wagner. Oh là, t'as deux porteurs de balles géants là. Ouais. Oh là Mais là qui là peuvent là vivre là off là ball, là. qui peuvent Oui. vivre off ball, qui peuvent shooter, qui peuvent être l'un sans l'autre ou l'un avec l'autre. Ouais. Ouais, ouais. Mais tu vois quand même que c'est un profil assez particulier parce que, en Oui, plus, ça veut dire que c'est un là, profil pour idéal, là, l'instant. genre. Ouais, voilà. Parce que là, pour l'instant, t'as genre. Jaden Ivey, ok, ça peut être ton porteur de balle, mais t'as vu qui te dégrade ta défense et ton spacing. Tu peux pas vraiment le faire jouer avec Ossar et Duren. Malik Beasley, Tim Hardaway, on verra en playoff. Tobias Harris, voilà. Mais du coup, tu vois, c'est vite compliqué. Et je suis pas sûr que les profils qu'ils ont dans l'effectif soient parfaits, quoi. Soient parfaits. Mais bon. Ouais, Franz Wagner, est-ce qu'il y en a d'autres? Bah, tu vois, même un profil à la Jalen Brown à côté, ça peut être intéressant. Bah, tu vois,
Moi, j'aurais préféré un Ingram à Brown, par exemple, à côté de Cade. Ouais, de toute façon, ça te bouffe du ballon et des espaces, mais j'ai l'impression que t'as moins de compromis spacing avec Brown qu'avec Hmm. Ingram. Ouais. Ouais. Quickly, c'est toujours cool parce que c'est un peu un ball Ouais. handler qui est polyvalent. La Vine, mais tu perds Euh, en défense. La La Vine, Vine, mais tu tu perds perds en en défense. défense. Après, ouais, on est vite un peu plus dans. On est beaucoup moins sur des porteurs de balles assez vite, hein. Ouais, Mais ouais, c'est assez. De toute façon, c'est tout le problème d'être compétitif, hein, de passer d'équipe qui va en playoff à une équipe qui peut gagner un tour, voire deux. ouais, Bah, c'est le plus dur en fait. c'est là où il y a le plus il y a le plus on est monde, hein. Mais Ils ont presque fait la partie la plus simple du chemin, quoi, entre guillemets, quoi. ah bah ouais, clairement, c'est pour ça que tu retrouves rarement des équipes qui enchaînent les. Tu retrouves des équipes qui sont en playoff tous les ans. Retrouves rarement des équipes qui sont vraiment en contender tous les ans. Ouais. Et c'est rare des équipes qui font, tu sais, qui font genre pas de playoff, Hmm. premier tour de playoff, et l'année d'après, ils font, entre guillemets, la même progression, c'est-à-dire premier tour de playoff Ouais. à finale de conf, quoi. Mais bon. Ça reste une équipe cool quand même. Le truc qui est chiant un peu, c'est que je trouve leurs maillots sont pas beaux. Mais bon, D'accord, ça marche. voilà. Là, vraiment, je n'aurais point à dire là-dessus. Je suis pas vraiment d'avis. Non, Non, t'as pas d'avis. Bon, ah, ok. Mais en tout cas, du coup, pour finir, les pronos, ça passe un tour ou ça passe pas un tour, ça Azad? passe pas en tour. Froidement. Froidement. Froidement comme ça. Ouais. Ouais, Ça je pense gagne. malheureux. Tu sais quoi? Ça gagne pas plus de deux matchs. Mais déjà, ce serait cool qu'ils gagnent un match parce que Déjà, qui gagne un match. Ouais, et voilà, je crois exactement. que tu sais, genre leur dernier truc de playoff, il y avait Cleveland où ils prennent un sweep, Mm, Milwaukee ils prennent un sweep si je dis pas de bêtises aussi. Donc ouais, ouais. Bon, potentiellement. Donc bon, on, on leur souhaite en tout cas. on leur On souhaite un leur souhaite. match déjà. À tous les fans des Pistons, Et on vous surtout qu'ils souhaite prennent de du prendre un match. plaisir. Voilà, exactement. Ouais, exactement, exactement. Ben on a fait un beau tour, non? Bah ouais, beau T'as petit quelque chose tour. à dire? Bah écoute, non, je crois qu'on a fait le tour de la question. On pourra se retrouver peut-être la semaine prochaine pour un autre podcast. Peut-être une autre vidéo cette semaine. On sait pas trop. Moi, je vais avoir pas trop de temps, mais je compte sur toi pour délivrer de la qualité. Oh, le mec me met la pression, quoi. Et, Oh euh, là et là. puis voilà, moi, je vais faire Devant l'audience. Je vais faire mon mieux pour représenter le Dreamcast Show à l'international. La prochaine fois que je viens à Boston, si un jour j'y retourne, il faudra que je me fasse un t-shirt Dreamcast Show. Ah ouais. Avec le logo et tout. Avec le logo devant et ta tête derrière. Ma tête derrière, mais dans un cœur, tu sais. Ah bah bien sûr, dans un gros cœur orange et vert là. Dans un gros cœur orangé vert. Non, ouais, et puis Azad, question Azad. Qu'est-ce qu'on Est-ce va que, faire de tout cet oseille? déjà, de un, qu'est-ce qu'on va... Parce que, en vrai, bah maintenant, là, faut quand même dire que, du coup, l'argent de la première année du Dreamcast Show, t'as payé un voyage à Boston. Donc, on compte sur vous pour en payer deux l'année prochaine pour que je puisse venir avec lui. Non, c'est pas vrai. Mais non, la question que le peuple se pose, Azad, qui n'a plus rien à voir avec les Pistons non plus, Ouais. mais est-ce qu'on va avoir des profils de draft sur le Dreamcast Show? Est-ce que je vais autoriser ça? C'est ça, est-ce que tu vas craquer sous la pression de mes caprices? Eh ben écoutez, s'il y a des commentaires ou des tweets qui nous disent que vous voulez vraiment voir les profils de draft, si vraiment. Parce que là, du coup, il reste les deux trois auditeurs qui sont arrivés jusqu'au bout du podcast. Donc, si vraiment parmi vous, les fidèles auditeurs, vous voulez voir des Pitié, profils de dites-le. draft, faites-le nous savoir. Et j'accepterai dans mon immense bonté. Ouais, ouais, Ouais. ce serait cool. Mais après, ça se trouve, il y a personne qui écoute là. Donc, vraiment, les commentaires, ils On seront. pisse dans un violon, quoi. Ouais, C'est ça. mais peut-être qu'après, tu peux te faire des faux profils. Je vais créer plein de profils. Baptiste 1, Baptiste 2. Baptiste, Euh, fan de Duke, Zion, Cooper.
Commenter votre publication. Ouais, s'il vous plaît, en profil de Cooper Flag. Non, en plus, autant la draft de l'année dernière était toute pourrie, autant celle-là, elle est super cool. Ah ouais. Ouais. Et Ça te plairait pas? Regarde, toi, tu fais pas les profils, tu fais juste la petite présentation. Tac, tac, tac. Bah, faudrait montrer plus que je bosse en plus. Non, mais il est malade. Il est complètement malade, votre pote. Allez. Je compte sur vous pour mettre la pression. La pression populaire sur Azad. Je compte sur vous et je vous en serai très reconnaissant. Bon, et bah écoute, est-ce qu'on peut se souhaiter une bien belle journée et à se dire à très bientôt pour... Moi, je sais pas, ce sera quoi le prochain sujet. Je sais c'est quoi le prochain sujet de ta prochaine vidéo, mais le prochain podcast, je ne sais pas encore. Moi non plus, mais on revient vite. On peut dire qu'on revient vite. On revient, oui, de toute façon, on revient. De toute façon, on part jamais très longtemps, c'est l'avantage. Hein. Mais là, au final, ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas fait de podcast. Et le dernier podcast, c'était sur Le Mans. Donc ça faisait 3 semaines qu'on n'avait pas parlé de NBA, tu te rends compte? Oui, bah après ça va, on a fait une vidéo qui dure 1 heure. C'est vrai. Bon, en tout cas, on vous souhaite la santé. Exactement. On te souhaite la santé, Azad. Et on finit quand même sur... on souhaite à Azad de passer un très bon séjour à Boston. Bah écoute... On souhaite de voir des très beaux matchs. Bah écoute, pour l'instant c'est bien passé. On a fait Cleveland. Demain, normalement, il y a Denver. Donc voilà, on va kiffer. C'est magnifique. Et ben prenez soin de vous. Ouais. Et à bientôt. À très vite. Ciao.